L'hymne à la daube, le podcast qui aspire à l'abolition de l'idée de bons et mauvais goûts musicaux, parce qu'il est temps de rendre ses mérites à la musique en général. Pour ce 3e épisode, je suis accompagnée de l'artiste, auteur, compositeur, interprète, bref, voilà, encore quelqu'un de mon âge qui sait faire toutes ces choses qui ne sont pas du tout dans mes capacités. Yann Caulfield, rémois d'origine, qui débarque avec son super projet. Entre chansons françaises et influences pop et rock d'outre-Manche et même des États-Unis, il chante en français de beaux titres teintés de nostalgie. Alors peut-être avez-vous croisé la route de Yann Caulfield au détour de son premier single, sorti il y a maintenant quelques temps et intitulé Pas grand-chose. Qui jaillit de la forêt, qui frissonne de créatures freedom. Il n'a pas grand-chose à vous demander, si ce n'est la prose que vous lui comptez. Il n'a pas grand-chose à vous suggérer. Salut Yann Caulfield. Hello. Je suis bien contente de te rencontrer, Eddie. Moi aussi. Alors, mon enfant, comment te portes-tu ? Ça va très bien, ça va comme on peut, mais ça va. Ouais, parce qu'au moment où vous entendez ce podcast, on est en 2021, mais on a enregistré ça en 2020, donc en fait, ça va comme ça peut, quoi. Ça va comme ça peut, mais ça va. Et bah, afin de ne pas se laisser engloutir par l'amorosité, Yann, j'aimerais que tu me parles de ta daube. Ma daube, je peux pas dire vraiment que c'est une daube, mais je pense que pas mal de personnes que je fréquente diraient que c'est de la daube, mais c'est un morceau qui s'appelle Sex and Religion de Steve Vai. C'est un artiste que j'ai énormément écouté quand j'étais gamin parce que c'était mon père qui écoutait. Et puis ma famille écoutait beaucoup de musique à la maison. Et cet artiste-là, du coup, moi j'adorais. Enfin, c'était vraiment mon idole de jeunesse. Alors, pendant très longtemps, j'ai arrêté d'écouter, mais aujourd'hui, je réécoute. Ah ouais, tu t'y remets en fait. Je m'y remets en fait. Parce qu'en vrai, en fait, je me fais kiffer. Mais c'est vrai que c'est un morceau que j'écouterai pas avec mes amis parce que c'est vraiment un truc qui est hors tendance absolue. Parce que c'est du hard rock des années 80, 90, je sais pas, mais je crois que c'est plutôt des années 80. C'est Steve Vai, c'est un guitar hero. Donc déjà Guitar Hero, ça fait peur à entendre aujourd'hui. Souvent les gens entendent ça comme étant un peu la kitschitude absolue. Ce qui est pas forcément faux, parce que c'est vrai que moi, de manière générale, j'ai beaucoup de mal avec la musique très technique. Ouais. Parce que pour moi, écrire une chanson simple, c'est vraiment ce qu'il y a de plus compliqué finalement. Mais bon, j'ai tellement écouté cet album que du coup j'avais envie d'en parler. Trop bien. Oui, c'est un choix original, je te l'accorde. Et alors moi, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que tu sens que tu peux pas l'écouter avec ton entourage ? Quel est l'élément un peu perturbateur dans cette chanson qui fait que c'est quelque chose qui, du moins au premier abord, ne te ressemble pas nécessairement et qui en fait ta daube d'aujourd'hui. C'est quelque chose déjà qui déjà quand on parle de plaisir coupable, souvent c'est associé à des morceaux assez mainstream connus qui sont beaucoup passés en radio ou à la télévision, qu'on est censé pas trop aimer, alors qu'en fait au fond de soi on aime beaucoup. Moi j'ai pas beaucoup eu, dans toute mon enfance, j'ai pas beaucoup eu finalement accès à la culture très populaire, tout ça. J'écoutais des trucs que mes parents écoutaient, mais qui n'étaient pas vraiment associés aux trucs de télévision, de radio, etc. Oui. Donc pour moi, c'était plus justement des trucs comme ça. Et en fait, je sais qu'aujourd'hui, j'ai personne... forcément, au détour de certaines conversations avec des potes et tout ça,
on vient toujours à parler justement des plaisirs coupables ou des choses que certaines personnes écoutent. Mais en vrai, ce truc-là, il est jamais revenu dans aucune conversation. Ouais. Voilà, donc je me dis que forcément c'est quelque chose que personne n'écoute vraiment, et j'en ai plutôt la certitude, en tout cas dans des personnes de mon âge. Et puis finalement, en fait, je me rends compte que dans les premiers groupes que j'avais de rock, moi c'était encore une de mes idoles, ce mec-là. Et que les premiers groupes de rock que j'ai fait, les références c'était Noir Désir, c'était des trucs de rock français, ou alors des trucs de rock anglais, de pop anglaise, que j'ai appris à apprécier par la suite, en fait, avec mon adolescence et tout ça, à écouter ma propre musique. Mm. Mais c'est des trucs à chaque fois que je disais que j'écoutais ça, on me regardait en mode ah ouais, t'écoutes ça, genre t'es le seul à écouter ça, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Voilà, mais Oui, je vois très bien. Bah, c'est surtout que ton morceau, quand tu m'as dit que c'était ce que tu avais choisi pour intervenir sur le podcast, je l'ai découvert à ce moment-là. Et ça m'a fait marrer parce que tu m'as vraiment pas donné Baby One More Time de Britney Spears, quoi. Ouais, Ce voilà, genre exactement. de truc, de référence de plaisir coupable, entre guillemets. Bon, même si c'est en train de se décomplexer, notamment dans la scène musicale que toi tu peux occuper, au sein des groupes de gens et d'artistes qu'on est amené à fréquenter, c'est un poil plus admis, quoi. Et en même temps, c'est vrai que ce morceau, ça m'a étonné parce que pour te connaître depuis, bon, bah, pas extrêmement longtemps, mais tout de même, c'est vrai que je t'imaginais pas du tout écouter ça, parce que oui, ça ressemble pas à l'idée que je me fais de ce que bah, tu pourrais écouter. Et pour autant, c'est pas non plus la différence absolue, je trouve, parce que c'est vrai que toi, tu peux écouter pas mal de rock, notamment du rock britannique, puisqu'on s'était rendu compte qu'on pouvait écouter pas mal les mêmes choses, finalement, qu'on venait un peu des mêmes origines. Des origines musicales, on va dire. J'allais dire les mêmes influences, mais bon, je suis pas musicienne. Mais tu vois, et en même temps, comme tu le disais, le coup du Guitar Hero, qui est une chose qui n'a pas été vraiment remise au goût du jour, alors que c'était effectivement très ancré avant, dans les années 80, etc. C'est vrai que du coup, c'est quelque chose de très américain, quoi. Il y a des refrains très hymniques, tout est épique, c'est une couleur différente. Ouais, il y a un peu ce truc-là dans cette musique, enfin, peut-être dans ce morceau. Après, voilà, puis il y a quelque chose de très, de très virtuose, en fait, voilà, Steve Vai, en fait, c'est un guitariste qui a joué avec Frank Zappa, donc un des plus grands musiciens connus du XXe siècle, en tout cas, et voilà, c'était un génie. Enfin, on peut, voilà, certaines personnes auront du mal à écouter ce truc-là, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui peut pas le nier et est un très grand musicien. Et voilà, moi j'ai aussi tendance à penser que, mais j'ai sûrement une vision biaisée, mais je pense que c'est quand même un des Guitar Hero qui a réussi à faire des choses qui sont très belles malgré tout, parce qu'il y a beaucoup de Guitar Hero qui en fait sont là juste pour montrer leur technique musicale. Oui. Et qui sont là juste pour montrer qu'ils font 10 000 notes à la minute et que voilà. Moi j'ai toujours pensé que ce mec là il avait quand même malgré tout fait des morceaux qui sont super beaux, et voilà, enfin que dès que j'avais 1 an ou 2 ans, j'étais en mode papa on peut écouter encore et tout, donc c'est bien que quelque part ça me touchait et que c'était pas vraiment parce que mon père écoutait, c'est parce qu'en vrai je kiffais énormément ce truc là. Je suis même allé le voir en concert quand j'avais 7 ans et tout ça. Et puis donc dans cet album là il y a aussi un deuxième artiste qui vient intervenir, qui est le chanteur, qui s'appelle Devin Townsend, qui est un chanteur de métal, qui a fait beaucoup de choses, et en fait il est assez connu parce qu'il a une voix assez atypique. C'est quelqu'un qui a une voix incroyable, genre il a une voix pour moi qui est ouf. Et c'était un peu, c'est pareil, ma deuxième idole de jeunesse, où c'est pareil, je suis allé le voir en concert, j'avais 7 ans, j'étais le seul gamin dans la salle et tout. Et en fait, quand je faisais mes devoirs, genre j'ai l'impression d'avoir 50 ans quand je dis ça, mais en vrai j'avais le magnétophone où j'écoutais la cassette de cet album-là et en faisant mes devoirs, et je la retournais, donc je pense que l'album j'ai dû écouter à peu près 25 000 fois. Ok, boomer. Et du coup voilà, forcément ça
Aujourd'hui, je suis plus du tout objectif. Il y a une fois où je suis retombé un peu sur ces albums-là, parce que forcément, j'ai laissé un peu de côté cet album-là pendant très longtemps. Quand justement, j'ai découvert la Britpop, tous ces trucs-là, qui ont un peu forgé mon adolescence. Mais en fait, je sais pas, ça m'a vraiment trop marqué, quoi. Et donc là, en l'occurrence, tu me disais que c'était une chose que tu écoutais donc beaucoup étant petit, et que là, tu es en train de t'y remettre, et tu sais pas pourquoi, en fait. Le morceau, je le rappelle, étant Sex and Religion de Steve Vai. Ouais. En fait, moi, je trouve ça assez intéressant, en fait, parce que du coup, je trouve qu'il y a vraiment des psychologies qui se rattachent à des courants qu'on peut écouter, des mouvements musicaux, tout ça. Et en fait, il y a vraiment, beaucoup de gens qui forgent leur culture musicale dans la période de l'adolescence, où on découvre nos premiers styles qui nous font sentir un peu surhumains, qui nous font ressentir des choses qu'on ressent qu'à cet âge-là, en fait, dans la découverte, dans l'interdit, dans tout ça. Et c'est vrai que, moi, quand j'ai découvert Pete Doherty, des choses comme ça, pour moi, c'était un peu, des idéaux, des choses un peu inaccessibles, etc., et qui m'excitaient beaucoup. Et en fait, tout de suite, il y a une psychologie qui est associée à la musique qu'on écoute à partir d'un certain âge. Et qu'on a moins quand on est enfant, je trouve, où il y a beaucoup moins on rattache beaucoup moins le courant ou le style musical qu'on écoute avec la psychologie qui est attachée, en fait. Et c'est pour ça aussi je voulais parler de ça, parce que du coup je me suis dit que c'était intéressant, parce que finalement dans ce morceau-là qu'aujourd'hui je pourrais faire écouter à personne, en fait, finalement, il m'a touché. À l'époque, je pense que ça faisait juste appel à des trucs imaginaires pour moi, parce que je comprenais ni les paroles, ni la moitié de la technique musicale qu'il y avait dedans. Juste pour moi, ça m'évoquait énormément de choses au niveau de l'imaginaire et tout ça. Et je pense que quand même aujourd'hui, ça reste dans mes même si ça se sent pas dans mes inspirations musicales et tout ça, parce que c'est très riche, en fait, musicalement. Ouais. Et en fait, je trouve qu'à partir de l'adolescence, j'ai écouté de la Britpop, après j'ai écouté de la pop, je me suis mis à écouter du rap, machin et tout ça. Finalement, aujourd'hui, j'écris des chansons pop, et voilà, je me suis un peu plus rangé finalement dans les courants populaires de musique, etc. Finalement, je me suis un peu mis dans un moule qui correspond à ce que j'ai envie d'être aussi, socialement parlant, etc. Et finalement, quand je réécoute la musique qui me plaisait quand j'étais gamin et tout ça, ça a complètement rien à voir. Et je trouve ça kiffant aujourd'hui de pouvoir m'en rendre compte et d'en avoir rien à foutre aussi, quoi. Ah, en fait, c'est toujours marrant quand tu vois ce que t'écoutais enfant, parce que comme tu dis, on est un peu moins dans la recherche de l'état d'esprit dans lequel on est quand on écoute de la musique. Nous, maintenant, on se recherche moins dans une musique, en fait. Et enfin, évidemment que la musique que j'écoute à un certain moment de ma vie, elle sera forcément différente de celle que j'écouterai 2 ans après, parce que je vais avoir évolué, je vais avoir rencontré de nouvelles personnes, je vais bâtir de nouvelles histoires, etc. Ouais, c'est que finalement, même quand j'étais gamin, j'avais des goûts, j'avais des choses qui me parlaient pas trop, j'avais des choses qui me parlaient... mais c'était à l'antipode de ce que je pourrais être aujourd'hui. C'est juste qu'aujourd'hui, je m'autorise finalement, c'est aussi pour ça, parce que pendant des années, je me suis presque interdit en fait d'écouter plein de choses que j'aimais quand j'étais enfant, parce qu'elles correspondent pas... aux idéaux qu'on se fait quand on écoute un style, etc. Moi je trouve que le côté social dans la musique, il est assez prédominant, en fait. Quand on voit les styles qui ont émergé, le rock, tout ça, à chaque fois il y a des confrontations avec les générations passées. On n'écoute pas la même chose, on revendique pas les mêmes choses, on a des messages différents. Les technologies aussi qui servent à faire de la musique changent, donc les anciennes générations sont moins prêtes à l'accepter, etc. Et donc en fait, on se construit énormément quand on est passionné de musique. D'autres s'en foutent, mais moi en tout cas, j'estime que je me suis
j'ai construit mes différentes personnalités au fil du temps au travers de la musique que j'écoutais en fait. Ouais, mais en fait, je trouve pas ça assez incohérent finalement, parce que venant de toi, dans la mesure où tu me dis que c'est un morceau que tu écoutais quand t'étais petit, bon alors bien sûr ça ressemble pas du tout à la musique que tu fais, enfin on peut dire que c'est une musique qui t'a inspiré, etc. Mais je pense qu'on prend peu de risques en disant en tout cas que ça n'a littéralement pas grand-chose avec la musique que toi tu fais. Et c'est pas pour aller au fond de tes paroles, c'est pas pour te décortiquer, hein, mais c'est vrai que tu as quand même un rapport à l'enfance et aux souvenirs dans tes chansons, quoi, une espèce de nostalgie, qui à mon avis est pas hasardeuse en fait. Du coup, ta musique ne sous-entend pas que c'est ce que tu écoutais quand toi t'étais enfant. Mais puisque chez toi le sujet du souvenir de l'enfance est assez récurrent, voilà, cette chanson ne s'apparente pas à ce que tu fais, mais plutôt à ce que tu évoques, on va dire, même si c'est pas évident, tu vois. Elle demeure assez présente, j'ai l'impression, finalement, malgré tout, dans ton œuvre actuelle, en fait. Ouais, bah c'est vrai que en fait, en y réfléchissant, c'est intéressant de réfléchir à ça, quoi, parce qu'on se dit finalement, même la musique, ça... On perd de l'insouciance dans la musique, en fait. On conscientise trop ce qu'on écoute. Et c'est aussi pour ça que je trouve la notion de plaisir coupable, elle intervient. C'est pas pour rien, c'est que en fait, la plupart des plaisirs coupables qu'on a, bah, je pense en fait c'est des trucs qu'on écoutait quand on avait 10 ans en fait, et qu'on a kiffé et qu'on n'accepte plus d'aimer aujourd'hui. Et c'est aussi ça, je trouve, qui est assez intéressant, quoi. C'est de se dire aujourd'hui, on peut faire une croix sur l'insouciance de ses goûts musicaux, quoi, en fait. Et c'est presque triste, mais je trouve ça intéressant, en fait, d'en parler, quoi. Et tu dis que tu peux pas la faire écouter à des potes, mais t'as essayé de la mettre en soirée ? Non, j'ai pas vraiment essayé. J'ai pas vraiment essayé parce que finalement, il y a deux raisons. La première, c'est que c'est vraiment assez extrême comme musique, déjà. Et puis bon, c'est pas vraiment le genre de musique qu'on écoute en soirée en 2020 aussi, faut pas se mentir. Enfin, je veux dire, c'est difficile de passer de MGMT à ce morceau-là, quoi. Mais il y a aussi ce truc, c'est presque finalement, du coup, ça devient un peu mon jardin secret, en fait. Ah alors, oui. c'est un truc de... En fait, ça me fait presque aussi kiffer de me dire, cette musique-là, elle appartient qu'à moi, presque, en fait. Et du coup, c'est mon truc. Voilà, quoi, en fait. C'est cool aussi de pouvoir se dire que ce morceau, il appartient qu'à soi, presque, aujourd'hui, en fait. Ouais. Mais du coup, c'est pas effectivement le morceau que tu peux envoyer à un pote en disant mec, écoute ça, c'est énorme. Ouais, bien sûr. Bah, c'est sûr qu'aujourd'hui, en plus, on est énormément dans la nouveauté, dans les trucs surprenants, des choses qu'on n'a jamais entendues, etc. Voilà, la mentalité, en plus, elle change tout le temps. Si ça se trouve, ce morceau-là, dans les années 50, dans les années 2050, on dira, wow, incroyable. Ouais, mais d'ailleurs, je me faisais la réflexion parce que je l'ai écouté en m'acheminant vers toi pour cet enregistrement, donc dans le métro, et je me disais, alors certes, c'est étonnant de ta part, mais en même temps, là, tu vois, je suis dans le métro, je marche pour faire les changements, etc. Je suis dans la rue. Je me suis fait la réflexion, c'est une musique que moi, j'écouterais pas tant, mais c'est une musique que j'ai trouvé qui fonctionne bien quand tu veux t'évader du bruit de la ville et quand t'es en train de marcher comme ça, lancé dans ta course, tu vois. Et du coup, je me suis fait la réflexion, c'est vrai, il y a des musiques que moi, je vais tenir à écouter dans ma chambre, comme toi quand t'étais enfant, un peu religieusement, quoi. Et il y en a que je vais écouter, et d'ailleurs, c'est beaucoup plus souvent des plaisirs coupables que je vais écouter dans la rue. Ou dans le métro, parce que je sais pas, c'est entraînant, c'est ce qui va te donner la pêche, etc. Et toi, du coup, t'écoutes Steve Vai dans ta chambre comme quand t'étais petit, ou est-ce que tu t'es mis à écouter ça dans la rue ? Bah, en fait, moi, je fonctionne un peu, je sais pas, en fait, j'écoute, quand je me dis que j'ai envie d'écouter un album, souvent, je l'écoute à peu près 20 fois d'affilée, voire 50 fois, en fait, quand je me dis que c'est un album, j'écoute l'album en boucle.
Et c'est ça que je trouve aussi bien dans ces albums-là de Steve Vai, dans cet album-là. Et puis un album précis du chanteur qui chante dans cet album-là, qui sont en fait des albums qui ont un début et qui ont une fin. Et entre les deux, c'est une histoire, genre ça s'arrête presque jamais. En fait, tous les morceaux, en fait, le morceau 1 va être lié au morceau 2, qui va être lié au morceau 3. Mais dans le sens où l'enchaînement de chaque morceau, il est hyper bien fait. Après, qu'on aime le style ou pas, c'est trop bien. Et moi, c'est un truc que j'adore, c'est quand tu te dis, en fait, dès que l'album il est lancé, tu peux plus l'arrêter, parce que c'était lancé, c'est comme si tu avais commencé un film, en fait, ou un livre, et qu'on te disait, bah non, en fait, arrête-toi là, c'est bon, t'as compris l'histoire. Bah non, en fait, t'as envie d'aller jusqu'au bout. Et du coup, ces albums, quand tu les écoutes en streaming ou machin, ou même en disque ou ce que tu veux, et ben en fait, tu écoutes en boucle, parce qu'il y a vraiment ce truc de... tu l'as commencé, bah en fait tu t'arrêtes jamais, il suffit que ça revienne au premier morceau et voilà, en fait tu t'arrêtes plus. Et du coup, bah en fait je l'écoute partout, je l'écoute dans ma chambre, dans la rue, tout ça, et ça devient presque, je sais pas, c'est machinal en fait. Et du coup, c'est ta drogue. ouais, c'est presque un peu comme une drogue et tout, et ouais, j'aime bien ce truc-là aussi. Il y a des albums, tu les écoutes, même si t'aimes bien un artiste, tu dis, vas-y, en vrai, là, j'en ai marre et tout. Ouais. Mais je sais pas, ces albums-là, bah, en fait, c'est genre... si j'ai décidé de les écouter 100 fois, je pourrais les écouter 100 fois, en fait. Ouais. Et à n'importe quel endroit, en fait. Ouais, mais c'est intéressant parce que voilà, je me suis aperçue que j'ai des artistes et des chansons et des groupes de rue, quoi. Et des artistes et des chansons et des groupes de l'intimité de ma chambre. Ouais. Et notamment, je pense que ce sera pas un secret très longtemps sur ce podcast, de toute manière, donc autant le dire ici, avec un artiste qui me comprend. J'aime beaucoup Arctic Monkeys, Yann aussi aime beaucoup Arctic Monkeys, et toutes les personnes qui me connaissent et qui écoutent ce podcast sont en train de se marrer. Mais en vrai, de vrai, ce groupe, je les écoute pas dans la rue, quoi. Ah ouais. J'ai pas envie de les écouter dans le métro ou dans la rue. C'est une chose que je préserve et que je réserve pour ma chambre. Je sais pas, je crois que dans la rue, en fait, j'ai plus souvent besoin de gros tubes, tu vois. Et je dis pas qu'Arctic Monkeys en ont pas fait, hein, bien au contraire, mais je les connais tellement par cœur que ça compte plus, en fait. Et du coup, toi, tu fais pas la diff. Bah, typiquement sur Arctic Monkeys, moi j'aurais dit autre chose, c'est qu'en fait, moi j'ai plus des albums d'été et des albums d'hiver. Et, oui, complètement. Et du coup, genre, typiquement, l'album 2 d'Arctic Monkeys, c'est... Comment il s'appelle ? Favorite, voilà. Celui-là, je l'écoute plus en hiver, et le premier, par exemple, je l'écoute plus en été. Pour moi, plus ça. Après, moi, Arctic Monkeys, c'est des albums que j'ai énormément écoutés dans la rue, dans les transports et tout. Alors... Mais alors, cette chanson, Sex and Religion, tu disais qu'il y a une espèce de linéarité dans l'album, et je suis ce que tu dis. Non, mais parce que c'est vrai qu'une fois celle-ci terminée, celle qui suit, alors je connais plus son titre, est donc logiquement venue juste après, et je me suis dit que la transition était effectivement belle, enfin bien foutue, tu vois, que c'était bien aligné, et j'avais testé avec celle d'avant, celle qui précède Sex and Religion. Et je suis d'accord pour dire qu'effectivement, ça s'emboîte plutôt bien comme un bon récit, quoi. Et celle-là, celle que tu as choisie, elle se place au milieu de l'album. Alors, est-ce que tu l'as choisie parce que c'est ta préférée ? Bah, j'en ai choisi une parce qu'il fallait en choisir une. Après, moi, je considère... non, mais je veux dire, dans ce genre d'album, pour moi, chaque titre a autant d'importance que l'autre. Il y a des artistes, typiquement les Strokes, je dirais, là j'ai une chanson préférée. Oui. Là pour moi, ça c'est leur chanson la meilleure et tout. T'as envie, tu peux la mettre en soirée, genre ça te dérange pas d'avoir un autre artiste après, oui, etc. Oui. Là pour moi, cet album, j'ai envie de l'écouter en entier. Je peux pas mettre une chanson comme ça et en mode ok, c'est bon, je suis content. Quand j'écoute cet album-là, je suis en mode ok, je me le mets en entier ou rien, tu vois. Et du coup, non, j'ai pas vraiment de préféré, mais
D'ailleurs, je pense que. Ouais, je sais pas, en fait. Quand tu m'as dit, ouais, choisis une chanson, machin et tout, j'ai pensé à cet album et je sais pas, sur le mood du moment, j'ai dit celle-là, mais ça aurait pu en être une autre. Non, non, mais je vois, oui, oui. Non, mais c'est pas ça se tient. Il y a des albums qui forment un tout, en fait. Et du coup, bon, bah, j'ai regardé les paroles. Hmm. Et toi, tu connaissais pas les paroles. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais je chantais en yaourt et ça faisait marrer mon père d'ailleurs. Mais, mais non, après, voilà, finalement. Et c'est ça aussi qui est marrant, c'est du coup, en réécoutant des années plus tard, en comprenant un peu plus l'anglais, de comprendre justement les paroles des chansons qu'on écoutait en boucle quand on était petit et qu'on comprenait pas. Donc c'est marrant. Bon, après, c'est un peu, voilà, c'est assez fidèle à ce qui pouvait s'écrire dans les années 80, dans le métal et tout ça, voilà, qui est en rapport à, voilà, la religion, Le le sexe. sexe, les drogues, les machins, enfin bon, bref, les sujets un peu rock'n'roll. Ouais, les sujets un peu rock'n'roll. Ouais, c'est rigolo. Alors, j'en avais déjà parlé dans l'épisode 2 avec Thanks for Crying. J'y avais pensé il y a quelques années quand je me suis remise à Mylène Farmer, parce que moi, c'était ça mon enfance, hein, c'était Mylène Farmer. Alors elle chantait en français, mais enfin bon, je suis désolée, on comprend un mot sur 4 de ce qu'elle dit. Et bref, ses paroles, c'était genre, faut pas se protéger pour le sexe, c'est nul, ça parlait d'inceste, d'envie de mourir, de viol, etc. Et je me dis que j'ai longtemps cru que ça s'appliquait surtout à moi, mais en fait, tous nos parents ont dû bien se marier en nous entendant chanter Ouais. des trucs qu'on pigeait pas du tout. Puis moi, en plus, j'ai des souvenirs, j'ai énormément de souvenirs de plein de choses et tout ça, et des trucs, enfin, comme tout le monde, je pense, mais assez insignifiants. Je me souviens très bien, une fois, quand j'étais vraiment très petit, et je chantais sûrement en yaourt une chanson de cet album-là, très certainement. Et il y avait un pote de mon père qui était là, et il me dit, mais tu comprends ce que t'es en train de chanter là? Je m'en souviens comme si c'était hier. Et je fais ouais, pour me la péter alors que je comprenais rien, tu sais. Ah, Voilà. c'est mignon les enfants quand même, mais bah, trop bien en tout cas. Moi je connaissais pas, je sais pas si je suis passée à côté d'un truc culte ou pas en fait. Non, en fait, c'est pas connu. Pour en avoir parlé avec d'autres générations un peu plus vieilles que la nôtre, au-delà de la trentaine, enfin, du coup, maintenant, qu'on 10 ans de plus que nous, je pense que c'est des trucs qui ont été écoutés en fait par beaucoup de gens, mais aujourd'hui, des jeunes générations, c'est totalement inconnu, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais. Parce que voilà, il y a eu une génération de musiciens qui n'avaient pas encore trop d'ordinateurs, tout ça, donc étaient encore. Et en fait, c'est des albums qui sont passés dans les mains de plein de musiciens en fait, qui avaient envie d'être des virtuoses de la musique et qui ensuite se sont dit merde, je serai jamais un virtuose de la musique, je préfère faire des choses simples, mais, mais cool. Enfin, en tout cas, ça veut pas dire que qui ont compris en fait plus tard, avec un peu de maturité, que faire des choses simples, ça voulait pas dire faire des choses nulles, quoi. Ouais, Et je pense que c'est voilà, il y a 99% des gens qui ont écouté Steve Vai, ils se sont dit bon bah laisse tomber, je serai jamais ce mec-là. Donc en fait, vas-y. Je fais du rock plus simple et je fais de la pop et tu vois. En fait, il y a eu plein c'est marrant, enfin. ouais, C'est mais un je pense que c'est historique aussi, quelque quoi. chose de dur à avaler, effectivement. C'est vrai quand tu commences et que t'es plein d'ambition et que tu pars de cette base-là, de te dire, bon, bah, je ne jouerai jamais de la guitare de cette façon-là, quoi. Bah parce que voilà, t'as des gens, c'est des virtuoses qui ont un talent, voilà, genre Ian Caulfield, bien sûr. Non, je joue pas vraiment de la guitare comme ça, mais voilà. Non, bah, ça collerait pas trop à ton style de musique, tu me diras, ce serait un peu bizarre. Et d'ailleurs, Steve Vai a fait un feat avec M83 dans le deuxième, Ah ouais? un de ses derniers albums, ouais. Mais pour dire que c'est quand même un truc qui a marqué même des gens qui font de la pop aujourd'hui. C'est un truc des années 80, tu vois, qui a quand même qui a fasciné quand même beaucoup de gens, quoi, je pense. C'est aujourd'hui quelque chose qui est vachement oublié et qui est devenu hyper kitsch, mais c'est quand même quelque chose qui a marqué beaucoup de gens, quand même. Ouais, bah ouais, je vois. Bah écoute, merci beaucoup Yann Caulfield, c'était un plaisir, c'était vachement instructif du coup parce que ouais, je connaissais pas du tout
Et ben, je suis super contente de t'avoir eu ici. Bah, merci à toi. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aller écouter Ian Caulfield. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il y allait y avoir beaucoup de choses qui allaient arriver, donc restez attentifs. Et écoutez Steve Vai si, comme moi, vous ne connaissiez pas. Et merci beaucoup, Ian. Bah, merci à toi. Bye. Bye.